Impeccable, ça peut commencer. Ben, bonjour à tous, j'espère que là, je vais voir s'il y a des personnes qui sont en cours de venue. Voilà. Bienvenue pour cet atelier sur le lâcher-prise. Alors, c'est un atelier, hein. Donc, il y a des partages qui sont attendus. Ça fonctionne sur une communication. Donc, soit par chat, et à ce moment-là, je me permettrai de partager et de lire le chat pour tout le monde, soit en audio. Voilà. Donc, ce soir, je vais me permettre de vous présenter le lâcher-prise tel que je le pratique à travers un exemple assez concret. Et cette proposition de, de comprendre, d'aborder ce lâcher-prise. Après, vous me direz si ça vous parle et on pourra en parler. Voilà. Alors, donc, ce lâcher-prise, comment je le, comment je le pratique? Alors, je vous rappelle que cette session est enregistrée, hein. C'est pour ça que, voilà, pour ça que je suis, il y a pas, toutes les caméras sont cachées, sont fermées. Voilà. Alors, je vais partager donc une feuille blanche, écran, document, voilà, tableau blanc, pour pouvoir vous présenter cette forme de lâcher prise. Voilà. Donc là, j'ai pas forcément les personnes qui rentrent. On va voir comment ça se met en place au fur et à mesure. Alors, donc on va prendre l'exemple d'un enfant, un jeune enfant qui apprend à compter sur ses doigts. Le jeune enfant apprend à compter sur ses doigts et il s'aperçoit qu'il peut compter beaucoup de choses. Donc c'est ce sont des moments extrêmement enthousiasmants et extrêmement réjouissants. Et cette période, je l'appelle la période waouh. Voilà, la période waouh. Hop, j'écris le mot waouh. Ça veut dire que c'est très dans l'enthousiasme. Il n'arrête pas de compter partout, compter n'importe quelle quantité. Sauf qu'à un moment donné, à force d'utiliser cette méthode de compter avec ses doigts, cet enfant s'aperçoit que bah, c'est une méthode qui s'automatise tranquillement et c'est bien. Voilà, la période suivante s'appelle c'est bien, elle est automatisée, il n'y a plus l'enthousiasme, c'est une méthode naturelle qu'il emploie. Sauf que à ce moment-là, à l'école, on lui demande de compter des quantités supérieures au nombre de doigts. Donc, ça fait 15, ça fait 16, ça fait 17, voilà. Et du coup, il est obligé de commencer à s'adapter. Donc, moi, j'appelle ça la période c'est bof. C'est bof parce que ça demande un minimum d'adaptation. Adaptation, il manque un T. Là. Mais, somme toute, il s'adapte. Et le temps avançant, euh, les, les nombres demandés pour calculer, eh ben, ça se rapproche du 20, 30. Alors là, c'est plus l'adaptation, c'est vraiment, c'est la période, c'est Burke. C'est Burke, c'est quoi? C'est je m'adapte, mais en même temps, c'est très compliqué, difficile pour s'adapter. Ah, ça se croise, c'est pas grave, on va faire comme ça. Enfin, ouais. Et du coup, donc là, je réécris le Seeberg parce que ça n'a pas fonctionné. Donc Seeberg, vous allez retenir que c'est très difficile pour s'adapter. C'est tellement difficile de s'adapter que l'enfant à ce moment-là n'écoute pas les d'autres méthodes proposées par l'enseignante, mais s'entête.
jusqu'au jour où il se dit, là, c'est plus possible, je peux pas, voilà. Et il est prêt à écouter ce qui se passe et écouter d'autres solutions. Donc, c'est là qu'intervient hop, cette petite période du lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise hop, a trois périodes. L, donc, pour lâcher, bien évidemment. Et il y a le petit trait d'union. C'est la petite mort. C'est la petite mort. Alors là, on voit pas le trait d'union. Ok, on va y arriver. Et du coup, après, il y a le P pour prendre. Et que s'est-il passé? Cet enfant a accepté que sa méthode ne fonctionnait pas. Et du coup, il a accepté que sa croyance, son fonctionnement dysfonctionnait. Et il y a cette petite mort à sa propre croyance, à ses fonctionnements, à ce qu'il croit être vrai. Et à partir du moment où il y a cette petite mort, le prendre arrive parce que le prendre devient acceptable et à ce moment-là, l'enfant est prêt à écouter ce qui se passe. Et donc, cette façon de lâcher prise entre dans un processus de transformation. Et ça touche beaucoup de choses. Ça peut toucher la santé, un objet auquel on tient, des expériences, des croyances. Voilà, ça peut toucher beaucoup de choses. Et on va euh, partager sur cette façon de voir le lâcher-prise, les avantages que ça en a, le processus, parce que c'est surtout un processus. Et pourquoi je l'ai dessiné de façon cyclique? Parce que le prendre, le, la méthode qui est acquise dans le prendre, à un moment donné, sera aussi remise en question. Aura aussi ce processus enthousiasme, automatisme, adaptation et suradaptation jusqu'à ce que ça devienne inadéquate. Et c'est ainsi que le processus de transformation avance. Donc là, je vais arrêter le partage. Voilà. Et c'est ainsi que le processus de transformation avance, progresse. C'est-à-dire qu'il y a une transformation de ma façon d'être, de ma façon de jouer un rôle, de ma façon de me voir. Il y a une nouvelle façon qui est acquise, qui quelques années après, éventuellement, sera aussi remise en question. Pour ça que c'est présenté de façon cyclique. Est-ce que cette façon de voir le lâcher prise vous parle à votre expérience ou comment ça résonne en vous? Alors n'hésitez pas à parler dans le micro ou à écrire dans le chat. Mais j'ai déjà besoin de savoir comment vous réceptionnez cette façon de voir le lâcher prise comme un processus. Merci Isabelle. Oui, c'est un processus. Chantal, oui, d'accord avec toi sur ce processus, avec la prise de conscience. Isabelle, oui, ça prend du temps. Merci pour vos partages. Alors effectivement, le fait que ça soit un processus, euh, il y a pas de culpabilité à se remettre en question. Ça veut dire que à partir de l'âge Burke, où il y a suradaptation, il y aura suradaptation parce que il y a quelque chose de dérangeant.
il y a quelque chose d'émotionnel qui intervient. Ça me dérange vraiment beaucoup. Et du coup, vu que c'est un processus, c'est intéressant de prendre cette information émotionnelle comme une information qu'il y a quelque chose à accueillir, quelque chose qui est obsolète. Donc ça, c'est une des conséquences de voir ce lâcher-prise comme un processus en entier, comme une finalité dans le processus de transformation. Il n'y a pas de culpabilité de j'aurais dû prendre ça comme ça, j'aurais dû... voilà. Et ça fait partie intégrante du processus. Et c'est très important de comprendre cette, cette donnée émotionnelle comme une donnée informationnelle, je ne sais même pas si ça se dit, comme une information qui dit voilà, il y a quelque chose d'obsolète que je dois revoir. Voilà. Alors, ça touche quoi? Ça touche beaucoup de choses. Ça touche, dans votre expérience, ça touchait quoi précisément? Ça peut toucher des choses assez simples comme la machine à laver qui tombe en panne. Voilà. Ça peut être des choses un peu plus compliquées comme une relation à une croyance ou un fonctionnement. Oui, Chantal, sur le travail sur les relations aux autres. Alors, je vais vous donner un exemple sur les relations aux autres. Dans le monde du travail, quand on est employé on a un job où on doit mener une tâche à bien, euh, on fait tout pour mener cette tâche à bien, même si dans l'élaboration de cette tâche, nous ne sommes pas seuls responsables dans l'élaboration de cette tâche. Mais comme il y a cette croyance, ce fonctionnement de tout faire correctement jusqu'à mener la tâche à bien, ça peut mener à un stress parce que on n'a pas la responsabilité euh, des dégâts des eaux, c'est-à-dire Solange, je comprends pas. Oui, il faut que tu m'expliques dégâts des eaux, je comprends pas. Ben, Je continue. c'est-à-dire être inondé chez soi, voir les chutes du Niagara par le voisin du dessus, ça amène à lâcher prise parce que on est bien obligé de faire face à une nouvelle situation. Ah ben complètement, complètement. Ce sont de genre des événements où on ne peut que accueillir. Et à ce Voilà. moment-là, oui, effectivement. Oui. Euh, et oui, ça fait partie des lâcher-prise du type machine à laver qui tombe en panne. Ce sont des événements soudains. Et le lâcher-prise prise concerne également nos fonctionnements et nos croyances intérieures. Donc, je reprends mon histoire auprès de dans le monde du travail. On aurait certaines personnes auraient tendance à tout faire pour mener la tâche à bien, alors que elle n'est pas responsable de toutes les étapes. Alors du coup, le chef du service, c'est très basique hein, comme exemple, lui donne encore plus de tâches, encore plus de tâches, encore plus de tâches, et ça donne un stress au travail parce qu'il y a ce fonctionnement que je dois tout faire pour que mon travail ne soit pas remis en cause et que je sois considérée comme apte à ce travail-là. Vous voyez ce que je veux dire? Mais du coup, euh, le, le fonctionnement qui est en cause à ce moment-là, c'est je dois tout faire pour mener à bien cette tâche, alors que je ne suis pas responsable d'une partie du processus. Et à ce moment-là, on revoit cette croyance euh, pour, pour remettre une croyance un peu plus juste. On accepte que je ne peux pas euh, mener à bien une tâche parce que je ne suis pas seule responsable de cet objectif-là. Et à ce moment-là,
euh, on laisse la responsabilité au chef du service, par exemple. Voilà. Et on peut très bien, quand le chef du service vous donne une tâche supplémentaire, lui dire, ben voilà, ok, elle est urgente cette tâche. Effectivement, dans ces cas-là, choisissez les autres tâches que je ne peux pas faire à ce moment-là. Vous voyez? C'est ce genre de changement de façon de fonctionner. Accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, exactement. Accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, mais par contre, être précise sur ce lâcher prise ne marche que si on est précis sur le fonctionnement sur lequel l'acceptation touche, l'acceptation de, de ce qui est obsolète, de cette fausse croyance. Je vais vous donner un autre exemple sur les rôles. Quand on est parent et que les enfants sont petits, on a la responsabilité du bien-être de l'enfant. Et quand l'enfant est préado et que l'enfant commence à avoir cette perception qu'il est un futur adulte, on sait très bien que c'est pas possible. Si je ne change pas la façon dont je joue le rôle de parent, je vais forcément au clash. À ce moment-là, je dois avoir un lâcher prise, c'est-à-dire accepter de changer la façon dont je joue le rôle. Et à ce moment-là, j'ai une relation d'adulte avec l'enfant dans la limite de sa sécurité. Vous voyez? Ça fait partie des types de lâcher prise dans la façon dont je joue un rôle. Est-ce que ce genre de lâcher prise, vous avez déjà expérimenté ou est-ce que vous voulez partager une autre façon de lâcher prise? Ce qui est intéressant, c'est sur quoi? Quel est euh, qu'est-ce que je dois, euh, qu'est-ce que je dois comprendre qui est obsolète dans mon fonctionnement et dans mes croyances et dans ma façon de faire? Lâcher prise sur le côté obsessionnel, effectivement. Alors, dans le côté obsessionnel, par exemple, je vois le perfectionnisme, le perfectionniste. Le perfectionniste, il a cet objectif d'aller dans la perfection de ce qu'il doit faire, sauf que comme la perfection n'existe pas dans ce monde, ou pas encore comme on veut, euh, voilà, la perfection telle que le perfectionniste le voit, euh, ça va être assez compliqué. Et du coup, il va être obligé d'accueillir une certaine imperfection pour pouvoir être un peu plus dans le bonheur, parce que ça mène vraiment à beaucoup de peine, ce perfectionnisme. D'autres, comment ça vous fait écho, cette façon de voir le lâcher prise? Avec mes enfants, lâcher le contrôle de ce qu'ils faisaient afin de lâcher prise et de me sentir mieux et leur laisser plus d'autonomie afin qu'ils deviennent plus adultes et responsables. Tout à fait. Et du coup, on devient clair avec les enfants notamment. Soit ils choisissent euh, d'avoir un comportement de futur adulte, choisissent un comportement d'enfant. Et dans ces cas-là, ils choisissent la règle que le parent est responsable d'eux. Ils choisissent un comportement de futur adulte et ils acceptent la règle qu'ils sont responsables de leur propre, de la conséquence de leurs actes.
Et dans ces cas-là, il faut vraiment clarifier avec l'enfant. OK, avec le futur ado ou l'ado, OK, tu te crois un futur adulte, OK, super, très bien. Mais dans ces cas-là, tu es responsable de tes actes. Et là, il comprend euh, les règles de devoir de l'adulte. Parce que s'il joue sur les deux tableaux, ça va, il va pas apprendre ce que c'est une vie d'adulte, en fait. Lâcher prise, c'est une décision de faire autrement. Oui, de faire autrement, de penser autrement, de comprendre autrement et de voir les choses autrement. Tout à fait. Et du coup, avant de faire, voir, penser autrement, il y a une nécessité de faire, voir, penser comment je fais actuellement et ce qui pose souci, ce qui devient, ce qui est obsolète, ce qui n'est plus d'actualité. Parce que euh, mes croyances d'aujourd'hui se créent avec mon histoire du passé. C'est un flux continu, on sait bien. Et parfois, mes croyances d'aujourd'hui, mes fonctionnements d'aujourd'hui sont issus de, de souffrances dans mon enfance ou dans mon passé. Et du coup, de fonctionnements qui m'ont permis de ne pas souffrir. Alors là, je suis désolée, mais je crois que je dois charger mon ordinateur, parce que sinon ça va tomber en panne. Désolée de ce contretemps. Hop, et voilà. Je vais vous donner un exemple. Prenons l'exemple d'un enfant qui naît dans une famille nombreuse et qui n'est pas très bavard. Il va pas forcément avoir la place pour, euh, pour communiquer, pour dire ce qu'il a à dire. D'autant plus si on ne lui donne pas cette place. Et donc, pour éviter de souffrir, il va construire une croyance qui est, c'est pas grave, de toute façon, j'ai rien d'intéressant à dire. Cette croyance est là pour que l'âme évite de souffrir. C'est comme ça que il y a des croyances dans l'enfance qui se disent, de toute façon, je suis nulle à l'école, sert à rien d'étudier, etc., etc. Je suis sûre que vous avez tous fait un chemin dans la spiritualité et vous avez déjà vu ce type de croyance dans votre parcours. Sauf que cette croyance, elle dure et à un moment dans la vie d'adulte ou de jeune adulte, c'est le moment de mettre à mal cette croyance. Et du coup, par exemple, lors d'une réunion, ce jeune adulte doit prendre la parole devant un certain nombre de personnes. Il est complètement tétanisé parce que il y a cette croyance qui est là en disant, mais de toute façon, tu n'as rien d'intéressant à dire qui l'empêche de dire les choses. D'où une peur qui arrive. Et là, c'est intéressant, à ce moment-là, une fois qu'il a repris le contrôle de son monde intérieur, d'aller voir. Qu'est-ce qui ne m'a pas permis de faire ce que j'avais à faire? Quel, euh, quel fonctionnement, quelle croyance m'autorise à croire que ce que je fais là est juste alors que j'ai besoin d'autre chose? C'est le genre de questions qu'on va aller chercher dans notre propre histoire, comme, un- comme une quête du meilleur du soi, sans culpabilité, parce que c'est juste l'heure de transformer ce qui a à transformer. Et du coup, dans votre processus, dans votre chemin personnel, est-ce que vous avez déjà senti ce moment où vous avez découvert
ce qu'il faut accueillir, ce qu'il faut lâcher. Vous avez découvert ce qu'il faut, cette, ce fonctionnement ou cette croyance qui est obsolète et que vous êtes prêt à lâcher et à mourir face à cette croyance. Oui, pour toi, oui. C'est le vouloir contrôler. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, quand vraiment je mets le doigt de façon précise sur ce fonctionnement, j'ai comme un soulagement intérieur. euh, Parce que je sais que je vais me libérer de ça. Parce que je l'ai vraiment pointé du doigt et nommé. Et effectivement, ça peut prendre du temps, ça aussi. J'ai vu tout à l'heure que ça demande du temps. Ce qui demande du temps, c'est cette précision d'en nommer le fonctionnement et la croyance que je dois remettre en cause, que je dois revoir. Alors, plusieurs choses, je ne sais pas si vous avez en mémoire ce petit schéma. Je vais le remettre, le retrouver en pièces jointes, en partagé. Voilà, il est là. Alors, une fois qu'on comprend que c'est un processus, il y a plusieurs choses qui se mettent en place. Je ne suis pas obligée d'aller jusqu'à au burk pour transformer les choses. Je peux pas, voilà, je suis pas obligée d'aller jusqu'au burk. Quand c'est dans c'est bof et c'est l'adaptation, et que je vois que je suis gênée, je peux commencer déjà à être attentif à ce qui me gêne intérieurement, à cette croyance ou ces fonctionnements que je dois remettre en cause. Donc déjà, ça c'est une très bonne idée, c'est une très bonne information. L'autre chose, c'est que quand j'expérimente que c'est un processus, que c'est une façon de transformer les choses euh, et qui met du sens dans une façon d'avancer, je comprends que cette petite mort a une certaine, a du sens et c'est logique qu'elle soit là, la petite mort. Donc du coup, j'ai moins peur d'aller en profondeur dans cette transformation. Parce que je sais que cette petite mort, même si c'est pas très agréable, est un moment du processus. C'est juste un moment du processus. Lâcher sur le passé, dit Isabelle, et accepter et aller vers le pardon plutôt que le ressenti. Oui. Alors, sachant que le pardon est la dernière étape après l'acceptation et le bon souhait dans tout ce qui s'est passé, effectivement. Alors, euh, vous avez vu dans ce petit schéma comment se crée une empreinte, comment se crée une expérience, une croyance, un fonctionnement. Un fonctionnement se crée par répétition d'une façon de penser, d'une façon d'être ou d'une façon de faire. On a bien vu que dans le petit schéma, d'abord, il y avait l'enthousiasme d'une nouvelle façon de penser, nouvelle façon de faire, nouvelle façon d'être. Euh, cette nouveauté devient une normalité parce que s'automatise et c'est tellement répété que ça devient euh, quelque chose de normal. Voilà. Et c'est quelque chose d'ancré et quelque chose qui
Voilà, ça fait partie de ma personnalité. Et du coup, lorsque je souhaite changer de fonctionnement, changer, transformer cette façon de faire, j'utilise cette même méthode de créer un automatisme. On va reprendre l'exemple, si vous voulez bien, de ce jeune enfant qui ne s'autorisait pas à parler parce qu'il n'avait rien d'intéressant à dire. À partir du moment dans sa jeune vie adulte où il s'aperçoit qu'il ne s'autorise pas à dire les choses à cause de cette fausse croyance qui est je n'ai rien d'intéressant à dire. Une fois qu'il l'a vraiment défini, il l'a vraiment vu de façon précise, alors toujours avec aucune culpabilité, ça fait partie du chemin. C'était un fonctionnement, une croyance nécessaire au moment où elle a été mise en place dans mon schéma intérieur. À ce moment-là, ça a été une protection. Donc, merci ce fonctionnement, ça m'a protégé à certains moments. Sauf qu'à un moment donné, il doit être remis en question. Il est remis en question avec une nouvelle croyance qui peut être je m'autorise à dire ce que j'ai à dire quand c'est juste pour moi. Voyez? Et cette nouvelle croyance, je dois vraiment la formuler avec mon cœur et que ça doit résonner juste intérieurement. Que se passe-t-il quand cette personne a de nouveau quelque chose à dire et ressent qu'émotionnellement, ça commence à être la panique à bord, alors qu'il a compris tout le processus? À ce moment-là, comme il a déjà compris tout le processus, il respire un bon coup, se pose et répète cette phrase, cette nouvelle croyance. Je m'autorise à dire ce que j'ai à dire quand je ressens que c'est juste pour moi. Donc plus il se donnera cette autorisation, plus il se dira cette pensée, plus cette dernière pensée va s'automatiser et lui-même devenir un fonctionnement et ainsi remplacer l'autre. Et c'est pour ça que ça demande du temps, comme j'ai vu tout à l'heure, parce que, ok, on comprend, mais ça demande du temps de remettre un automatisme en place alors pour en écraser un autre. Vous avez déjà expérimenté le fait d'être maître dans cet automatisme, de recréer à cet automatisme-là? Ça vous est déjà arrivé d'expérimenter ça? De donner une commande spéciale à vos pensées en disant non, non, je ne vais plus par là parce que ça ne me fait plus du bien, ce n'est pas juste pour moi, c'est obsolète. Donc je choisis ce chemin-là. Oui, Chantal. Et du coup, il y a une nécessité de se construire une phrase-réponse comme un mantra personnel qui est juste pour moi dans mon fonctionnement et qui me résonne dans mon cœur. C'est encore plus puissant. Et ça va être comme un mantra-réponse qui va s'automatiser en tant que phrase-réponse par rapport à une pensée issue de mon fonctionnement obsolète que je ne veux plus. Est-ce que ça vous semble complexe ou pas? Comment ça résonne, ce qu'on vient d'échanger en vous?
Et oui, c'est possible, mais ça demande des efforts. Oui, ça demande la détermination du ras-le-bol. Vous savez, cette histoire de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Là, on est dans le moment Burke du Burke. J'en ai marre d'être soumis à une influence, à une croyance et qui me dérange et qui est voilà, qui est absurde dans mon cheminement et voilà, j'en veux plus. Et tant qu'il n'y a pas cette détermination de là, j'en veux plus, c'est des efforts. Alors, de temps en temps, on revient dans un ancien fonctionnement parce que c'est quand même une zone de confort. Une zone de confort inconfortable, certes. En fait, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est lorsque la zone d'inconfort devient d'une inconfortabilité telle qu'elle dépasse le confort de la zone de confort, si je me fais bien comprendre. Alors, est-ce que vous voudriez aller dans un partage sur un certain point? Parce qu'il serait bien, c'est que euh, vous partiez de cet atelier avec un outil à mettre en place assez rapidement dans votre parcours de vie pour pouvoir accéder un peu plus facilement à ce lâcher-prise. Alors, dans quelle piste de réflexion vous voulez qu'on aille pour que ça soit utile dans votre parcours de vie? Alors, pendant que vous preniez le temps de répondre ou d'écrire dans le chat, je vais essayer de faire un petit récapitulatif des points euh, à retirer de cet échange. Le lâcher-prise fait partie d'un processus de transformation du soi, de bonification du soi. Le stimuli du lâcher-prise est une émotion extrêmement dérangeante ou un peu dérangeante quand on commence avant. Mais cette émotion dérangeante se transforme en information lorsque je comprends que je suis dans un processus de lâcher-prise. Je suis informée que un fonctionnement, une croyance est obsolète, a été juste à un moment donné, mais ne l'est plus aujourd'hui. Et cette croyance, ce fonctionnement euh, doit être précis dans ses mots, précis dans sa formulation, pour que je puisse accompagner ce fonctionnement, cette croyance dans sa petite mort. Voilà. Et à partir du moment que j'accepte que que je ne peux plus l'utiliser, que quelque chose d'autre vient, une autre façon de faire, qui est plus juste à ce moment-là, donc je suis un peu plus dans ma justesse. Et si je souhaite que cette autre façon de fonctionner, une autre croyance, euh, marche, je peux la verbaliser sous forme de mantra personnel pour pouvoir me la redire au moment où l'ancienne croyance et fonctionnement se réveillent sous forme de zone de confort. Et du coup, ça peut toucher l'identité du soi, comment je me vois. Tout à l'heure, j'ai vu le mot contrôle. Si je me vois comme une personne
dirigeante, contrôlante, et que ça fait partie de mon identité, je vais avoir beaucoup de mal à le remettre en question. C'est pour ça que dans les méditations proposées dans le Raja Yoga, on se passe dans une identité spirituelle, d'énergie, d'amour, de paix, de pouvoir intérieur. Et à ce moment-là, dans cette observation, dans cette identité, je peux observer un fonctionnement et non m'identifier à un fonctionnement. Et quand je suis capable d'observer un fonctionnement, je me donne le droit, la possibilité de le remettre en cause. Alors, un exemple que je peux vous donner euh, de lâcher prise sur l'identité, euh, le sauveur, par exemple. Ça peut être une identité d'être un sauveur. Il y a certains métiers où on sait pertinemment que beaucoup de sauveurs sont dans ce métier. On parle dans le médical, dans le social, dans l'enseignement. C'est comme si que c'était une quête de vie où il fallait aider l'autre, sauver l'autre, etc. Mais on sait très bien que ça ne marche pas. Nous sommes tous des éléments ensemble où on peut, voilà, aider quelqu'un, mais pas forcément le sauver. Hum, Mais on peut être donner des informations à une personne pour qu'elle puisse se sortir d'une situation. Vous voyez. Et, euh, et à un moment donné, ce genre de personnalité souffre tellement parce que elle n'arrive pas à sauver l'autre comme elle le veut. À un moment donné, il y a une remise en question dans le métier. Alors ça passe par peut-être par une lassitude, ça passe peut-être par un burn-out. Et à ce moment-là, il y a une information. T'as ce métier, certes, mais le premier à sauver, c'est soi-même, pas les autres. Et tu pourras sauver l'autre que si tu te sauves toi-même, parce qu'il n'y aura pas l'attente de sauver l'autre, voyez? Et dans ces cas-là, ça demande un lâcher-prise sous la façon de se voir, de se percevoir, qui est encore plus profond. Avez-vous d'autres partages, des propositions? Isabelle, je vis une séparation, j'ai la difficulté à accepter la souffrance que je ressens, même si j'ai appris la bonne décision. Oui. En fait, parce que là, il y a un lâcher-prise sur le projet de vie. Il y a eu un projet de vie et il y a une acceptation et une petite mort par rapport à ce projet de vie, comme un travail de deuil par rapport à un projet de vie. Et en même temps, il faut vraiment se raccrocher à j'ai pris la bonne décision. C'est juste pour moi. Il y a forcément un travail de deuil. Voilà. Comme quelqu'un qui décède, le couple est en deuil. Le couple est mort, on va dire. Il y a une, un deuil par rapport au projet de couple. Donc en fait, et le fait de dire ça, bon, peut-être que je suis un peu directe, je suis désolée, mais en même temps, c'est OK.
c'est logique d'avoir un travail de deuil à faire derrière. Le fait de dire que c'est logique, on n'est plus dans l'acceptation. Ça fait partie du processus de nettoyage de la petite mort par rapport au couple. Et je sais qu'en psychologie, le travail de deuil, il y a 5 étapes. La première, c'est le déni. La dernière, c'est l'acceptation. Et ça passe par la victime, par la colère. Je connais plus exactement les 5 étapes. Mais parfois, c'est tellement profond qu'on vraiment les ressent toutes ces étapes. C'est comme quand on a perdu quelqu'un de très important pour nous. Il y a un travail de deuil à faire. Et du coup, c'est la même chose quand quelqu'un perd un travail où il a un statut social important, quand on part à la retraite, par exemple, il y a un travail de deuil de son statut social. Et la séparation, c'est pareil. Donc, ça dédramatise un petit peu, je mets ça entre guillemets, de comprendre que ça fait partie du processus de travail de deuil. Et j'accepte de continuer ce chemin, en fait. La base, c'est la décision est juste pour moi. C'est comme quand on tombe malade ou quand le corps vieillit, il y a un deuil par rapport à ce qu'on pouvait faire avant et ce qu'on peut plus faire aujourd'hui. Donc une acceptation de l'évolution, des possibilités physiques par rapport à l'âge ou par rapport à une maladie. Et dans ces cas-là, on retire son identité par rapport à ce que je pouvais faire. Nous sommes des êtres spirituels. Et le corps nous permet de faire ou ne pas faire. À ce moment-là, est-ce, est-ce qu'on peut faire autrement à ce moment-là? Il faut pas se buter à quelque chose. Avant, c'était comme ça, etc., etc. C'est pas utile. Et c'est vraiment ce lâcher-prise touche vraiment, vraiment beaucoup de thèmes. Des thèmes très, très simples, comme la machine à laver, la fuite d'eau, simple entre guillemets, ou des thèmes beaucoup plus profonds dans notre psychologie et conscience intérieure. Mais c'est passionnant d'entreprendre ce travail, cette attention à soi. Je vais vous proposer une méditation. Je place mon corps de façon confortable, le dos droit sur le siège, les pieds déposés à plat sur le sol. Je prends quelques bonnes respirations à mon rythme, avec ces intentions. À chaque expiration, cela nettoie les énergies stagnantes dans mon corps. Et chaque inspiration, l'harmonie est restaurée. Mes muscles se détendent, mes tendons, articulations deviennent souples et fluides. À chaque expiration, je me dépose un peu plus. Mon corps s'enracine avec l'énergie stable et solide de la terre. Je m'imagine des racines invisibles poussant sous la plante des pieds et rejoignant le centre de la terre.
Mes épaules sont détendues, relâchées. Si j'ai l'impression de porter beaucoup de choses en ce moment, je prends une bonne inspiration, j'expire et je le laisse aller. Comme un bateau à son quai. À l'expire, je lève l'ancre et largue les amarres. Je m'élance vers quelque chose de nouveau, de léger en moi. Je tourne le dos à ce qui a créé de la tension et toutes ces formes de lourdeur ou d'inertie. Je mets le cap sur ma paix intérieure. J'utilise le gouvernail de ma sagesse intérieure, comme s'il y avait un grand sage à bord du bateau de ma vie. Ce grand sage m'inspire à me concentrer sur des pensées qui me font du bien. Me voici en pleine mer. Il y a une brise légère. Je lève les voiles. Je me sens porter par des courants de positivité, de confiance. C'est un sentiment très agréable. Je suis maître à bord et j'avance avec un sentiment de profonde sérénité intérieure. Je peux observer des nuages qui vont et viennent dans le ciel, comme le trafic de mes pensées. Je les observe à l'horizon. Me voilà, observateur serein de mes pensées. Et je réalise que je ne suis pas mes pensées. Je suis l'être qui crée mes pensées. Et je reviens à mon essence, la plus belle qui soit. Je suis un diamant de divinité. Un être puissant de sérénité. La paix coule dans mon être et m'offre le cadeau de la clarté. Tout devient clair dans mon esprit. Tout s'apaise,
car ma conscience de qui je suis est élevée. Je suis un diamant de divinité. Je reflète les qualités du divin diamant de sagesse. Diamant de sentiments purs. Infiniment bienveillant. Je suis le maître de mon univers intérieur et j'avance sur le bateau de ma vie avec confiance, avec espoir. Je prends quelques instants pour terminer ce beau voyage intérieur. Je laisse un sourire de gratitude se dessiner dans mon cœur, sur mes lèvres. Et je garde le cap de ma vie vers cette paix et cette harmonie intérieure. Belle route à tous dans ce même cap. Merci pour ce moment partagé, en espérant que ça a pu vous apporter quelques idées, choses à mettre en place. Voilà, pour le bien-être de chacun. À très bientôt et belle soirée à tous.